Chaque euro que vous avez dans votre colonne d'actifs est un employé formidable, travaillant dur pour créer d'autres employés. Les pauvres et la classe moyenne travaillent pour gagner de l'argent. Les riches font de l'argent. Le quotient intellectuel financier est la synergie de nombreux talents et compétences. Les opportunités ne sont pas vues avec vos yeux, elles sont perçues avec l'esprit. Le monde vous offre en permanence les opportunités d'une vie, chaque jour de votre vie. L'argent n'existe pas. Plus vous pensez que l'argent est réel, plus vous travaillerez dur pour l'obtenir. La plupart des gens ne s'enrichissent jamais parce qu'ils ont plutôt peur de perdre. L'investissement est moins sur ce qui se passe, mais sur combien de solutions financières différentes vous pouvez penser. Ces citations sont tirées du livre Père riche, Père pauvre, qui décrit l'expérience de Robert Kiyosaki ayant deux pères influents avec des perspectives opposées sur la vie, en particulier sur l'argent et l'éducation. Le père riche n'était initialement pas riche, tandis que le père pauvre, bien qu'éduqué, a connu des difficultés financières. Robert Kiyosaki observe les différences dans leurs attitudes envers l'argent, l'investissement, les impôts, l'éducation et la gestion des risques. Et voici les 6 leçons qui vont vous éviter de finir comme son père pauvre. Leçon 1. Les riches inventent l'argent. Robert Kiyosaki commence par l'histoire de l'ascension d'Alexander Graham Bell, celui qui a inventé le téléphone portable, qui symbolise l'esprit d'innovation et d'audace face à l'adversité. Lorsque Bell a proposé son invention du téléphone à Western Union pour $100 000, il a été rejeté, mais cela ne l'a pas empêché de transformer son idée en une industrie de plusieurs milliards de dollars. En contraste, Kiyosaki évoque le récit d'un cadre licencié, désespéré et implorant de retrouver son emploi. Cette image poignante souligne le risque de dépendre entièrement d'un employeur pour sa sécurité financière. Cela met en lumière la nécessité d'une indépendance financière et d'une confiance en soi dans le monde professionnel. Kiyosaki enseigne l'importance de la confiance en soi, plus encore que les connaissances techniques, pour réaliser son potentiel. Il souligne que dans le monde réel, ce sont souvent les plus audacieux et non nécessairement les plus intelligents qui réussissent. La peur et le doute de soi sont des obstacles majeurs au développement personnel et professionnel. Il insiste sur l'importance du développement d'un QI financier, qui comprend des connaissances en comptabilité, investissement, compréhension des marchés et connaissance des lois. Cela offre la capacité de prendre des décisions éclairées et de naviguer efficacement dans le monde financier. La période actuelle, selon Kiyosaki, est une ère de changement majeur, offrant d'énormes opportunités pour ceux qui sont prêts à s'adapter et à prendre des risques calculés. Il encourage à adopter une approche proactive face à ces changements, plutôt que de s'y opposer ou de s'en effrayer. Il met également en lumière le passage de la richesse de la terre et des usines à la richesse de l'information. Dans ce contexte, il est crucial de rester informé et de comprendre les dynamiques en évolution pour réussir financièrement. Il souligne que s'accrocher à des idées et des méthodes dépassées peut constituer un handicap. Dans un monde en rapide mutation, l'adaptabilité et l'innovation sont essentielles pour surmonter les défis et saisir les opportunités. Robert Kiyosaki partage une expérience avec son jeu de société, Cash Flow, conçu pour éduquer sur la gestion financière. Il raconte l'histoire d'une femme récemment divorcée, participant à son cours pour trouver des réponses après une séparation difficile. Durant le jeu, elle réalise que ses choix financiers, comme l'achat d'un bateau, impactent négativement son bilan financier. Kiyosaki explique que le jeu agit comme un miroir, reflétant les comportements financiers des joueurs dans la vie réelle. C'est un outil d'apprentissage interactif qui aide à comprendre les interactions entre les comptes de résultats et les bilans et à identifier comment accroître les flux de trésorerie des actifs pour atteindre la liberté financière. Il souligne que la femme n'a pas apprécié la leçon que le jeu tentait de lui enseigner, à savoir que ses problèmes financiers pourraient être liés à son manque de compréhension et de gestion des finances personnelles. Elle a quitté le cours frustrée, ne voyant pas le lien entre le jeu et sa situation financière. Kiyosaki poursuit en discutant de l'importance de l'éducation financière et de la prise de conscience personnelle dans la gestion de l'argent. Il souligne que la plupart des écoles se concentrent sur l'enseignement académique traditionnel et négligeant l'éducation financière pratique. Depuis 1984, il enseigne en utilisant des jeux et des simulations pour refléter les comportements financiers réels des participants
offrant un retour personnalisé et immédiat. La femme a finalement réalisé, après réflexion, qu'elle avait ignoré sa situation financière pendant son mariage, ce qui a contribué à ses difficultés financières après le divorce. Cette prise de conscience souligne l'importance de l'éducation et de la responsabilité financière dans la prévention de problèmes futurs. Kiyosaki encourage le développement d'une intelligence financière qui inclut la compréhension de différents aspects tels que les investissements, les marchés, la loi et l'utilisation stratégique des structures corporatives pour la protection et la croissance de la richesse. Il met en avant la nécessité d'être créatif et ouvert à différentes options financières pour surmonter les obstacles et saisir les opportunités. Il partage sa vision de l'importance de la capacité de chacun à créer sa propre chance dans la vie. Il compare la vie à un jeu de société où chaque expérience offre un retour d'informations précieux pour notre croissance personnelle et financière. Il utilise l'exemple de son jeu, Cash Flow, pour illustrer comment les décisions prises dans le jeu peuvent refléter les comportements financiers réels des joueurs. Il aborde l'idée que la compréhension des finances et un esprit financier créatif sont cruciaux pour réussir dans la vie, tout comme dans son jeu. Il note que les gens qui réussissent le mieux dans Cash Flow sont ceux qui comprennent les chiffres et voient les opportunités financières, tandis que ceux qui ne sont pas familiers avec ces concepts ont tendance à lutter. Se limiter à des idées anciennes ou attendre passivement que les opportunités se présentent peut être un obstacle majeur à la réussite financière. Il insiste sur le fait que l'intelligence financière ne consiste pas seulement à gérer l'argent, mais aussi à développer la capacité à voir et à créer des opportunités, à résoudre des problèmes et à transformer des situations défavorables en succès. L'intelligence financière implique d'avoir plusieurs options et de savoir comment réagir efficacement dans différentes situations financières. Cela inclut la compréhension des marchés, la connaissance des lois fiscales et l'utilisation de structures telles que les sociétés pour protéger et augmenter la richesse. Il met l'accent sur l'importance de former l'esprit, le considérant comme l'atout le plus puissant pour créer de la richesse. Le véritable pouvoir réside dans l'esprit et la capacité d'une personne à se former et à s'adapter. Il encourage les individus à développer leur génie financier pour participer activement à l'ère de l'information, où l'argent et les opportunités peuvent se manifester rapidement et de manière imprévisible. Il explique comment il a utilisé l'intelligence financière pour créer de la richesse pendant une période économique difficile à Phoenix dans les années 1990. Plutôt que d'adhérer à l'approche conventionnelle de l'épargne, Kiyosaki a choisi d'investir activement, saisissant les opportunités offertes par le marché en difficulté. Il détaille un exemple spécifique d'un investissement immobilier qu'il a réalisé durant cette période. Les maisons, dont la valeur était normalement de 100 000 $, étaient vendues à 75 000 $ en raison de la crise économique. Kiyosaki a trouvé des opportunités encore plus rentables en s'adressant directement aux avocats spécialisés dans les faillites ou aux ventes aux enchères du palais de justice, où il pouvait acquérir des propriétés pour une fraction de leur valeur réelle. Dans son exemple, il a acheté une maison d'une valeur de 75 000 $ pour seulement 20 000 $ en utilisant un prêt de 2 000 $ d'un ami. Après avoir acquis la maison, il a publié une annonce pour la vendre à 60 000 $ sans acompte, ce qui a créé une forte demande. Il a vendu la maison rapidement, réalisant un bénéfice substantiel. Il a ensuite remboursé son ami et conservé le profit. Lui et sa femme ont répété ce processus 6 fois, créant ainsi un revenu annuel d'environ 19 000 $ grâce aux intérêts des billets à ordre qu'ils ont émis à leurs acheteurs. En utilisant une société privée pour gérer ces transactions, ils ont également pu déduire de nombreuses dépenses avant impôt, réduisant ainsi leurs charges fiscales. Cet exemple illustre la stratégie de Kiyosaki pour développer son intelligence financière et créer de la richesse en exploitant les opportunités offertes par les conditions économiques défavorables. Il met l'accent sur l'importance de la créativité, de la prise de risque calculée et de la capacité à voir au-delà des méthodes conventionnelles d'investissement et d'épargne. Dans ces transactions, il n'avait pas réellement investi beaucoup de son propre argent et que son retour sur investissement était donc extrêmement élevé. Il aborde également les risques associés à ce type d'investissement, tels que les défauts de paiement, tout en expliquant comment ces situations peuvent parfois être bénéfiques. Par exemple, si un acheteur ne parvient pas à effectuer ses paiements,
la propriété peut être reprise et revendue, souvent à un prix encore plus élevé. En outre, Kiyosaki discute de la perception commune selon laquelle économiser de l'argent est le chemin le plus sûr vers la richesse financière. Il conteste cette idée en comparant les rendements relativement faibles de l'épargne avec ceux que l'on peut obtenir grâce à des investissements judicieux et actifs. Il met en avant l'idée que l'argent n'est pas réel en soi, mais plutôt un accord ou un moyen d'échange. Le succès financier dépend de la combinaison de 4 compétences techniques clés: la littératie financière, les stratégies d'investissement, la compréhension du marché et la connaissance de la loi. L'intelligence financière peut transformer des opportunités apparemment ordinaires en grandes réussites financières. Les investissements, les marchés et les économies fluctuent constamment, mais le monde offre toujours des opportunités d'enrichissement pour peu que l'on sache les reconnaître et les exploiter. Cette expérience personnelle illustre comment une intelligence financière aiguisée peut permettre de réaliser des profits importants. Il décrit comment, à partir d'un investissement initial modeste dans une petite maison, il a progressé vers des investissements immobiliers plus importants, réalisant ainsi des bénéfices substantiels. Ce processus a impliqué l'achat d'une propriété sous-évaluée, sa revente à un prix plus élevé et le réinvestissement du profit dans des propriétés de plus en plus grandes. Le succès ne repose pas seulement sur les transactions financières elles-mêmes, mais aussi sur une compréhension approfondie des états financiers, des stratégies d'investissement, de la connaissance du marché et des lois pertinentes. Cette approche holistique de l'intelligence financière lui permet d'identifier et de capitaliser sur les opportunités que d'autres pourraient ne pas voir. L'immobilier est pour lui la base solide pour ses investissements en raison de sa stabilité et de son potentiel d'appréciation à long terme. Il a créé son propre fonds d'investissement immobilier, REIT, comprenant des propriétés de plusieurs millions de dollars, démarrant avec de petits acomptes et bénéficiant d'une croissance de marché favorable. En parallèle à l'immobilier, Kiyosaki et sa femme gèrent un portefeuille d'actions, qu'ils considèrent comme un fonds commun de placement personnel. Ils investissent dans des sociétés privées à haut risque sur le point d'être cotées en bourse, ce qui peut entraîner des gains rapides et substantiels. L'utilisation des connaissances techniques, de la sagesse et de l'amour du jeu pour réduire les risques sont très importants. L'intelligence financière améliore les chances de réussite et rend ce qui est risqué pour une personne moins risqué pour une autre mieux informée. Les gens doivent investir dans leur éducation financière plus que dans des marchés spécifiques. Plus une personne est instruite financièrement, plus elle a de chances de réussir. Il reconnaît que ces méthodes et ces véhicules d'investissement, immobilier et petites actions, ne conviennent pas à tout le monde. Il met en garde contre le fait de suivre aveuglément ces exemples sans une compréhension adéquate du contexte et des risques impliqués. Il souligne l'importance de l'expérience et de la sagesse acquises au fil des ans dans la prise de décisions d'investissement judicieuses. L'influence de l'esprit dans la perception des opportunités d'investissement immobilier est aussi importante. Même dans des villes où l'immobilier est coûteux, comme New York, Tokyo ou Singapour, il estime qu'il est toujours possible de trouver de bonnes affaires. Il critique la mentalité de ceux qui disent « vous ne pouvez pas faire ça ici », suggérant que la vraie barrière est souvent un manque de savoir-faire financier. Les grandes opportunités d'investissement sont perçues avec l'esprit plutôt qu'avec les yeux. La peur de l'échec empêche souvent les gens de s'enrichir. Les erreurs font partie intégrante du processus d'apprentissage et de succès. Il compare l'investissement à un jeu de tennis où les erreurs sont des occasions d'apprendre et de s'améliorer. Il identifie 2 types d'investisseurs. Premièrement, les investisseurs conditionnés qui achètent des investissements standards comme des fonds communs de placement, des actions ou des obligations. C'est une méthode d'investissement simple et passive. Deuxièmement, les investisseurs créateurs qui assemblent eux-mêmes leurs investissements, un peu comme assembler les composants d'un ordinateur. Ces investisseurs sont souvent plus professionnels, prenant parfois des années pour assembler une affaire. Pour devenir un investisseur créateur, il faut acquérir ces 3 compétences clés. Savoir trouver des opportunités que les autres manquent. Cela implique de percevoir avec l'esprit des possibilités que les autres ne voient pas avec leurs yeux. Savoir trouver de l'argent. Cela va au-delà de simplement s'adresser à une banque pour un prêt. Il s'agit de développer des compétences pour lever des fonds par divers moyens.
savoir organiser des personnes intelligentes. Cela signifie travailler avec ou engager des personnes plus intelligentes que soi pour obtenir les meilleurs conseils. Ces compétences peuvent mener à des gains astronomiques et qu'elles constituent une richesse plus grande que les actifs matériels. Il conseille aux personnes qui ne souhaitent pas développer ces compétences de rester des investisseurs de type 1, optant pour des investissements plus sécurisés et standardisés. Il souligne que le savoir est la plus grande richesse et l'ignorance le plus grand risque, et encourage à apprendre à gérer le risque plutôt qu'à l'éviter. Leçon 2. Travaillez pour apprendre, ne travaillez pas pour gagner de l'argent. Dans cette partie de son livre, Robert Kiyosaki partage une anecdote sur une rencontre avec une journaliste à Singapour. La journaliste, aspirant à devenir une auteure de best-seller, exprime sa frustration face à l'impasse de sa carrière malgré son talent. Kiyosaki lui suggère alors d'apprendre les techniques de vente pour améliorer sa carrière, mais elle est offensée par cette idée, estimant que son niveau d'éducation et son statut professionnel devraient suffire à lui garantir le succès. Kiyosaki utilise cette histoire pour illustrer son point de vue, selon lequel de nombreuses personnes talentueuses et éduquées gagnent moins qu'elles ne le pourraient, car elles ne possèdent qu'une seule compétence. Il suggère que l'ajout d'une compétence supplémentaire, en particulier dans les domaines de la vente et du marketing, pourrait exponentiellement augmenter leurs revenus. La synergie entre différentes compétences comme la comptabilité, l'investissement, le marketing et le droit est essentielle pour réussir financièrement. La plupart des gens ne connaissent que le travail acharné comme moyen de gagner de l'argent, mais négligeant les autres compétences qui pourraient augmenter leur potentiel de revenus. Kiyosaki mentionne également son propre parcours en tant qu'auteur, expliquant comment le choix d'un titre controversé pour son livre a été une stratégie de marketing délibérée pour gagner en visibilité et en vente. Il affirme croire en l'éducation et en la nécessité de réformer le système éducatif, mais reconnaît également l'importance de savoir comment se commercialiser et attirer l'attention sur son travail. L'acquisition de compétences supplémentaires, en particulier dans la vente et le marketing, est cruciale pour le succès financier et professionnel, même pour les personnes déjà talentueuses et bien formées dans leur domaine. Après avoir obtenu son diplôme de l'Académie de la Marine marchande des États-Unis en 1969 et travaillé brièvement pour la Standard Oil of California, il a choisi de démissionner pour rejoindre le corps des Marines et apprendre à piloter, une décision qui a déçu son père éduqué, mais a été encouragé par son père riche. Kiyosaki explique que, contrairement à la croyance populaire en la spécialisation, son père riche prônait la diversification des compétences et des expériences. Il a ainsi travaillé dans divers secteurs des entreprises de son père riche pour acquérir une expérience variée. Son père riche mettait l'accent sur l'importance du leadership et de la gestion des personnes, des compétences qu'il a développées pendant son service dans les Marines. Après avoir quitté l'armée, Kiyosaki a travaillé chez Xerox pour surmonter sa peur de la vente avant de créer sa première entreprise en 1977. Son premier produit, un portefeuille en nylon et velcro, a été fabriqué en Extrême-Orient, marquant le début de son implication dans le commerce international. La plupart des gens sont coincés dans des emplois qui les laissent juste au-dessus du seuil de pauvreté, en grande partie parce que l'éducation traditionnelle ne valorise pas l'intelligence financière. Acquérir une éducation financière pour s'élever au-delà de la simple survie financière et vivre selon ses propres termes est crucial. Cela illustre l'importance de la prise de risque, de l'apprentissage continu et de la diversification des compétences pour atteindre la réussite financière et personnelle. Kiyosaki met en contraste les perspectives traditionnelles de la sécurité de l'emploi avec l'approche plus entrepreneuriale et aventureuse de son père riche. Il explore les limites de la spécialisation professionnelle et l'importance des compétences entrepreneuriales. Il critique une culture d'entreprise où les employés travaillent juste assez pour éviter d'être licenciés et où les employeurs paient juste assez pour éviter les démissions. Cette mentalité, selon lui, mène à un manque de progression et de satisfaction professionnelle. Robert Kiyosaki aborde la notion de la spécialisation dans le cadre professionnel et la compare à la polyvalence et la synergie des compétences. Il utilise l'exemple d'un artiste talentueux qui, bien qu'excellent dans son art, manque de compétences en marketing et en vente. Cet exemple souligne l'importance de la polyvalence des compétences, surtout dans le domaine des affaires.
Il critique la tendance à la surspécialisation encouragée par le système éducatif traditionnel. Cette spécialisation excessive peut conduire à une dépendance et une vulnérabilité professionnelle. À l'inverse, il valorise l'approche de son père riche qui encourageait l'apprentissage dans divers domaines pour obtenir une compréhension holistique du monde des affaires. Il met également en avant l'importance de l'apprentissage continu, de la vente, du marketing et de la gestion des systèmes et des personnes. Kiyosaki souligne que la capacité à communiquer, à vendre et à commercialiser est cruciale pour le succès. Il insiste sur le fait que beaucoup de personnes talentueuses ont des revenus limités en raison de leur incapacité à vendre et à commercialiser efficacement leurs compétences ou produits. L'apprentissage continu, de la vente, du marketing et de la gestion des systèmes et des personnes sont des choses très importantes. La capacité à communiquer, à vendre et à commercialiser est cruciale pour le succès. Beaucoup de personnes talentueuses ont des revenus limités en raison de leur incapacité à vendre et à commercialiser efficacement leurs compétences ou produits. La générosité, en particulier en ce qui concerne le don d'argent, est aussi importante. Kiyosaki compare les approches de son père instruit, qui avait l'intention de donner mais ne le faisait jamais, à celles de son père riche, qui donnait activement et comprenait l'importance de la circulation de l'argent. Leçon 3. Occupez-vous de vos propres affaires. Dans cette partie, Robert Kiyosaki commence par une anecdote du patron de McDonald's. L'anecdote de Ray Kroc, le fondateur de McDonald's, devant les étudiants en MBA de l'Université du Texas à Austin, révèle une perspective essentielle sur le monde des affaires et l'investissement. Quand Ray Kroc a demandé à la classe dans quel secteur il travaillait, la réponse évidente semblait être les hamburgers. Cependant, sa révélation qu'il était dans le secteur de l'immobilier montre une compréhension plus profonde des fondements de son entreprise. Cette histoire souligne l'importance de reconnaître et de comprendre les véritables moteurs de la valeur dans une entreprise. Pour McDonald's, bien que la vente de hamburgers soit l'activité visible et quotidienne, le véritable actif sous-jacent est la source de la richesse à long terme de l'entreprise résidant dans ses biens immobiliers stratégiquement situés. Cela illustre l'importance de ne pas se laisser tromper par l'aspect superficiel d'une entreprise, mais de chercher à comprendre où réside la valeur réelle. Ray Kroc a reconnu que, tout en vendant des franchises de hamburgers, il fallait se concentrer sur l'acquisition et la possession de biens immobiliers de premier choix. Cela lui a permis de construire une entreprise durable avec des actifs qui apprécient en valeur, indépendamment des fluctuations de l'industrie de la restauration rapide. Cette leçon s'applique à tout entrepreneur ou investisseur. Il est crucial de déterminer ce qui génère la valeur et les revenus dans votre entreprise ou vos investissements. L'histoire de Ray Kroc rappelle que, dans le monde des affaires et des investissements, il est souvent nécessaire de regarder au-delà de l'évidence pour trouver la source véritable de la richesse et de la sécurité financière. Le conseil de Robert Kiyosaki est celui-ci. Occupez-vous de vos affaires. C'est un rappel puissant pour les individus de se concentrer sur la construction et la gestion de leurs propres actifs, plutôt que de se contenter de travailler pour les autres. Cela implique de développer une compréhension approfondie de là où réside réellement la valeur dans vos investissements et de concentrer vos efforts sur ces domaines pour assurer une croissance et une sécurité financière à long terme. L'accent mis sur le développement de compétences scolaires et professionnelles dans le système éducatif actuel prépare les gens à obtenir de bons emplois, mais ne les éduque souvent pas sur la manière de gérer ou d'augmenter leur richesse personnelle. Cette approche crée une dépendance à un salaire et néglige l'importance de construire et de gérer sa propre colonne d'actifs. La distinction entre une profession et une entreprise est cruciale. Une profession peut être celle de banquier, de chef ou d'ingénieur, mais cela ne signifie pas qu'on possède une entreprise ou des actifs. Comme le souligne l'exemple de Ray Kroc, fondateur de McDonald's, il est essentiel de différencier son travail, profession, de ses investissements et actifs, entreprise. Ray Kroc a compris que, bien que sa profession est de vendre des franchises de hamburgers, son véritable business était l'accumulation de biens immobiliers de valeur. L'éducation financière doit aller au-delà de la simple acquisition de compétences professionnelles. Elle doit inclure la compréhension et la construction d'actifs qui génèrent des revenus passifs. Les actifs réels peuvent inclure des entreprises qui ne nécessitent pas une présence active,
des investissements en actions, des obligations, des fonds communs de placement, de l'immobilier générant des revenus et des droits de propriété intellectuelle. Robert insiste vraiment sur l'importance de se concentrer sur l'acquisition d'actifs plutôt que de se laisser piéger dans un cycle de travail pour payer des passifs ou des dépenses. Il met en garde contre la confusion entre des objets de luxe et des actifs réels, soulignant que les objets de luxe devraient être achetés comme une récompense pour avoir développé un portefeuille d'actifs solides et non par dette. L'objectif est d'atteindre une situation financière où vos actifs génèrent suffisamment de revenus pour couvrir vos dépenses, vous libérant de la dépendance à un salaire régulier. Cela nécessite une éducation financière approfondie, de la patience et une stratégie d'investissement bien planifiée. En fin de compte, l'acquisition et la gestion d'actifs sont présentées comme la clé de la liberté financière et de la sécurité. Leçon 4. Les impôts et la puissance d'une entreprise. Robert Kiyosaki explique que, historiquement, les impôts, comme ceux introduits en Angleterre en 1874 et aux États-Unis en 1913, visaient initialement à taxer les plus riches. Cependant, au fil du temps, ces impôts ont commencé à peser de plus en plus sur la classe moyenne, qui est souvent la plus touchée financièrement. Ce changement a été facilité par la promesse initiale que les impôts ne cibleraient que les riches, une promesse qui a rapidement évolué pour englober une plus grande partie de la population. Il souligne également la différence entre la mentalité d'un employé gouvernemental, comme son propre père, et celle d'un entrepreneur ou d'un capitaliste. Alors que son père valorisait le rôle du gouvernement dans l'aide aux personnes et cherchait à agrandir son organisation en dépensant davantage et en embauchant plus de personnes, Kiyosaki, en tant que capitaliste, se concentrait sur l'efficacité et la réduction des coûts, une approche qui est souvent plus respectée dans le monde des affaires. Cette divergence d'opinion et d'objectifs entre son père éduqué et lui-même, en tant qu'homme d'affaires, illustre la complexité des politiques économiques et fiscales. Pour Kiyosaki, la solution à la prospérité financière ne réside pas dans des impôts plus élevés ou dans la redistribution de la richesse, mais plutôt dans l'éducation financière, l'investissement intelligent et la création de richesses personnelles par des moyens qui ne dépendent pas fortement des politiques gouvernementales. Kiyosaki explique que les riches utilisent les structures d'entreprise pour protéger et accroître leurs richesses en profitant de taux d'imposition inférieurs et d'autres avantages fiscaux offerts aux entreprises. Il souligne que les sociétés ne sont pas seulement des entités physiques, mais des structures juridiques qui offrent une protection financière et des avantages. Il a également appris que les riches, contrairement aux pauvres et à la classe moyenne, réagissent aux changements fiscaux en utilisant leur influence et leurs ressources pour trouver des échappatoires et minimiser leurs charges fiscales. Cette capacité à s'adapter et à utiliser le système à leur avantage est un élément clé de la réussite financière. Kiyosaki a été inspiré par l'approche de son père riche qui consistait à posséder l'échelle plutôt que de simplement grimper dans l'échelle d'une entreprise. Cette idée l'a encouragé à créer sa propre entreprise et à investir dans l'immobilier, ce qui l'a amené à réussir dans ses propres entreprises. À travers ses expériences, il a compris l'importance de se concentrer sur la création et le développement de sa propre colonne d'actifs. En travaillant dur non seulement dans son emploi chez Xerox, mais aussi en développant ses investissements personnels, Kiyosaki a pu échapper à la course aux rats et atteindre une indépendance financière. Ce parcours démontre que la compréhension des finances et des impôts, combinée à une volonté d'investir et de prendre des risques calculés, est cruciale pour atteindre la sécurité financière. Cela souligne l'importance de l'éducation financière et la nécessité de s'occuper de ses propres affaires financières pour s'épanouir dans un environnement économique complexe. La trajectoire professionnelle de Robert Kiyosaki, depuis son poste chez Xerox jusqu'à la réussite de sa propre société immobilière, illustre l'application des leçons apprises de son père riche. Son parcours met en lumière plusieurs principes clés de la réussite financière. Il a commencé par utiliser son salaire chez Xerox pour investir dans l'immobilier, démontrant qu'il est possible de démarrer une entreprise tout en travaillant à temps plein. Cette stratégie lui a permis de transformer son argent en une source productive de revenus, au lieu de se reposer uniquement sur son travail pour gagner sa vie. Un aspect crucial de son succès réside dans les avantages de posséder une entreprise.
Les entreprises bénéficient de déductions fiscales significatives et offrent une protection des actifs, ce qui leur permet de gérer leurs finances de manière plus efficace et stratégique. Kiyosaki souligne l'importance de l'éducation financière, en particulier dans les domaines de la comptabilité, de l'investissement, de la compréhension des marchés et de la connaissance des lois. Cette expertise permet d'optimiser les opportunités financières et de minimiser les risques. Il met en avant l'utilisation des structures juridiques telles que les sociétés pour protéger et accroître la richesse. Les sociétés offrent des avantages fiscaux non négligeables et protègent les actifs contre les litiges, se révélant être des outils puissants pour la gestion de la richesse. Il conseille d'investir dans des actifs réels comme l'immobilier, les actions et les redevances qui peuvent générer des revenus passifs et s'apprécier au fil du temps. Il insiste sur l'importance d'investir dans des domaines qui vous passionnent, car cela augmente la probabilité de persévérance et de succès. Il détaille comment les riches utilisent les corporations pour minimiser les impôts et protéger leurs richesses. Cette approche stratégique est essentielle pour ceux qui possèdent des actifs significatifs et cherchent à optimiser leur potentiel de croissance financière. Leçon 5. Pourquoi enseigner la littératie financière ? Robert Kiyosaki, dans ses réflexions, met l'accent sur l'importance cruciale de l'éducation financière, une compétence souvent omise dans les programmes scolaires traditionnels. Il souligne que la vraie richesse ne réside pas seulement dans l'acquisition d'argent, mais surtout dans la capacité à le conserver et à le faire fructifier. Cette perspective va au-delà de la simple accumulation de richesses, se focalisant plutôt sur la gestion intelligente des ressources financières. Une des leçons fondamentales que Kiyosaki a apprises de son père riche est la distinction entre actifs et passifs. Les actifs sont des investissements qui rapportent de l'argent, tandis que les passifs sont des dépenses qui en consomment. Cette compréhension est essentielle pour quiconque souhaite bâtir et maintenir sa richesse. Sans cette connaissance, même les individus les plus prospères professionnellement peuvent se retrouver dans des situations financières précaires. Il aborde également les défis rencontrés par de nombreuses personnes qui, malgré des revenus conséquents, peinent à gérer leur argent efficacement. Il illustre ce point en mentionnant les gagnants de loterie ou les sportifs professionnels qui, faute de compétences en gestion financière, se retrouvent souvent à dilapider rapidement leur fortune. Il met en garde contre les dangers de l'ignorance financière, affirmant que ne pas comprendre les principes de base des flux de trésorerie et des finances peut mener à des problèmes financiers, même pour les personnes ayant réussi dans leur carrière. Cela montre que la capacité à gagner de l'argent n'est pas suffisante en soi. Il est tout aussi important de savoir le gérer, l'investir et le conserver. L'intelligence financière est présentée comme un atout crucial pour sécuriser et accroître la richesse. Cette intelligence englobe la capacité à faire travailler l'argent pour soi, plutôt que de travailler pour l'argent. Cette approche permet non seulement d'acquérir de la richesse, mais aussi de la maintenir sur le long terme. Robert Kiyosaki appelle à une révision de l'approche éducative envers la finance. Il suggère que l'apprentissage de compétences financières pratiques devrait être intégré dès le plus jeune âge, préparant ainsi les générations futures à mieux gérer leurs finances personnelles et à éviter les pièges courants liés à l'ignorance financière. Pour illustrer cela, il dépeint l'histoire d'un jeune couple instruit, fraîchement marié, qui emménage ensemble dans un appartement exigu. Dès le début, ils constatent qu'ils économisent de l'argent en vivant à deux, mais ils se retrouvent rapidement confrontés à la réalité d'un espace de vie limité. Poussés par le désir d'avoir plus d'espace, notamment pour éventuellement accueillir des enfants, ils se fixent l'objectif d'économiser pour acheter la maison de leurs rêves. Cette aspiration coïncide avec leur concentration sur leur carrière, menant à une augmentation de leurs revenus. Cependant, avec cette augmentation de revenus, vient une réalité souvent négligée, l'impact des impôts sur leur situation financière. Bien que leurs revenus puissent augmenter, une part significative de cet argent est absorbée par les impôts et autres contributions obligatoires, ce qui réduit leur capacité d'épargne et d'investissement. Cela met en évidence l'importance de la planification financière et de la compréhension des systèmes fiscaux pour optimiser la gestion de ses finances personnelles. Le couple, grâce à l'augmentation de leurs revenus, décide d'investir dans la maison de leurs rêves. Cependant, cet achat entraîne de nouvelles dépenses, telles que la taxe foncière, et incite souvent à l'achat d'une nouvelle voiture, de meubles et d'appareils électroménagers.
Ce cycle de dépenses conduit à un endettement accru, marqué par des dettes hypothécaires et des cartes de crédit. Le couple se retrouve alors pris dans la course au rat, un cycle incessant de travail pour payer des dettes. Robert Kiyosaki souligne que l'augmentation des revenus entraîne souvent une hausse des impôts, un phénomène connu sous le nom de bracket creep. Pour tenter de gérer leur endettement croissant, le couple peut se tourner vers des solutions telles que les prêts de consolidation de dettes, souvent encouragés par des promesses de réduction des paiements mensuels en étalant la dette sur une plus longue période. Bien que cela puisse sembler être une solution, cela transforme essentiellement la dette de consommation à court terme en une obligation à long terme. L'exemple du couple qui reçoit une carte de crédit et décide d'aller faire du shopping illustre comment les habitudes de consommation peuvent mener à une recherche incessante de revenus supplémentaires. Robert Kiyosaki met en évidence que le vrai problème réside souvent dans la façon dont les gens dépensent leur argent plutôt que dans le montant de leurs revenus. Il soutient que plus d'argent ne résout pas nécessairement les problèmes financiers. C'est plutôt la sagesse financière et la compréhension des flux de trésorerie qui sont cruciales. Il explique que la plupart des gens, en raison de leur analphabétisme financier et de leur incompréhension de la distinction entre un actif et un passif, se retrouvent dans des situations financières précaires. Pour éviter de tomber dans ces pièges financiers, Kiyosaki insiste sur l'importance de la connaissance de soi et de la réflexion critique. Il souligne que suivre aveuglément la foule ou adhérer à des croyances populaires sans remise en question peut conduire à des décisions financières désastreuses. Pour lui, la vraie puissance réside dans le miroir, symbolisant la connaissance de soi et l'introspection. Cette connaissance de soi permet de remettre en question les conventions et de prendre des décisions basées sur sa propre sagesse intérieure et sa compréhension, plutôt que sur la peur et la conformité. Il encourage les individus à réfléchir profondément à leurs propres comportements et croyances en matière d'argent et à se concentrer sur l'acquisition d'actifs plutôt que de se laisser entraîner dans des cycles de dettes et de dépenses. En grandissant, Robert et Mike ont été exposés à des leçons de vie et d'affaires de la part du père de Mike, un homme d'affaires prospère sans éducation formelle. Ces expériences ont profondément influencé leur compréhension de l'argent, des actifs et des passifs, et ont souvent mis en contraste leurs perspectives avec celles enseignées dans le système scolaire traditionnel. Le père de Kiyosaki, bien qu'éduqué, avait des croyances différentes sur l'argent et l'investissement, en particulier concernant l'immobilier. Kiyosaki se souvient d'une discussion houleuse avec son père au sujet de la maison familiale et de sa perception en tant qu'actif. Utilisant un diagramme simple pour expliquer les flux de trésorerie, Kiyosaki a tenté de montrer à son père que la maison était en réalité un passif, générant plus de dépenses qu'elle ne rapportait de revenus. Et cette différence de perspective sur les actifs et les passifs est un thème central dans l'enseignement financier. Il souligne l'importance de l'éducation financière et de la capacité à penser de manière indépendante, en dehors des conventions sociales. Il met en lumière le fait que beaucoup de gens, en particulier dans la classe moyenne, sont pris dans un cycle de travail pour payer des dettes, souvent pour des articles qu'ils considèrent comme des actifs, mais qui sont en réalité des passifs. Cette mentalité entraîne une dépendance au salaire et une vulnérabilité financière. Il conseille de se concentrer sur l'acquisition d'actifs réels qui génèrent des revenus, plutôt que de s'endetter pour des dépenses de consommation. Il encourage également les gens à comprendre la différence entre un actif et un passif, et à investir dans leur éducation financière pour améliorer leur intelligence financière. Cela inclut la compréhension des flux de trésorerie et la capacité à faire travailler l'argent pour soi plutôt que de travailler uniquement pour de l'argent. La véritable richesse et la sécurité financière ne viennent pas simplement de gagner plus d'argent, mais de la capacité à gérer efficacement l'argent que l'on gagne, à investir judicieusement et à se libérer des cycles de dette et de dépendance aux revenus du travail. Leçon 6. Les riches ne travaillent pas pour de l'argent. Le récit commence par une expérience vécue par Robert Kiyosaki en tant qu'enfant, qui ressent un sentiment d'exclusion sociale en raison de sa situation financière. Il est motivé à devenir riche après avoir été témoin de la richesse apparente d'un camarade de classe, Jimmy, dont la famille possède une Cadillac et une maison de plage. Robert et son ami Mike, se sentant relégués au rang d'enfants pauvres, sont déterminés à changer leur situation financière.
Il demande conseil à son père, un instituteur dévoué à sa profession, mais qui n'a pas de connaissances particulières sur la création de richesses. Le père, bien que ne pouvant pas fournir de conseils financiers directs, encourage son fils à utiliser sa tête et à réfléchir par lui-même pour trouver des moyens de gagner de l'argent. C'est un moment clé, car bien que le père ne donne pas de réponse concrète, il incite son fils à une réflexion indépendante et à la prise d'initiative. Mike et Robert, tous deux considérés comme les seuls enfants pauvres de leur école, se lancent dans un projet entrepreneurial. Leur première entreprise consiste à collecter des tubes de dentifrice usagés auprès de leurs voisins pour une utilisation inconnue, créant un mystère et de l'intérêt parmi les adultes. Cette étape montre leur créativité et leur capacité à mobiliser des ressources, même si leur plan n'est pas encore clair. La production débute dans la maison de l'auteur, où ils commencent à fondre les tubes de dentifrice, alors faits de plomb, pour en extraire le métal. Leur idée est de couler des fausses pièces de 5 centimes en plomb en utilisant des moules faits de briques de lait remplies de plâtre de Paris. Cependant, lorsque le père de Robert découvre leur entreprise, il les informe immédiatement de l'illégalité de la contrefaçon, mettant ainsi fin à leur première tentative d'entreprise. Ce moment est crucial car, bien que leur entreprise soit illégale et doit être arrêtée, le père de l'auteur reconnaît et félicite leur esprit d'entreprise et leur créativité. Il les encourage à continuer à chercher des moyens de gagner de l'argent de manière légale. Le père de Robert suggère ensuite au garçon de se tourner vers le père de Mike pour des conseils sur la création de richesses. Il explique que, contrairement à lui-même, le père de Mike est un homme d'affaires prospère et pourrait leur offrir des conseils pratiques sur la création de richesses. Cette suggestion est importante car elle oriente les garçons vers un mentor potentiel qui a une expérience pratique dans le domaine qu'ils cherchent à comprendre. Finalement, le père de Mike accepte de rencontrer les garçons pour discuter de la manière de devenir riche, fixant un rendez-vous pour le samedi suivant. Ce rendez-vous est un tournant pour Robert et Mike car il ouvre la porte à de nouvelles opportunités d'apprentissage et de croissance. Cela illustre plusieurs thèmes clés, notamment l'importance de la persévérance, de l'innovation, de l'apprentissage par l'expérience et l'impact des mentors dans le développement des jeunes esprits. Il montre aussi comment les expériences d'enfance et les interactions avec les figures parentales peuvent façonner la compréhension et l'attitude d'une personne envers l'argent et la richesse. Robert et son ami Mike rencontrent le père de Mike pour discuter de leur désir d'apprendre à gagner de l'argent. Le cadre est la maison modeste et fonctionnelle du père de Mike, illustrant que, malgré sa réussite apparente, il mène une vie simple et pratique. La maison, bien que propre, montre des signes d'usure, avec des meubles anciens et des sols qui grincèrent sous leurs pas. Robert rencontre divers employés du père de Mike, y compris ceux qui gèrent ses entrepôts et restaurants, révélant l'étendue de ses activités commerciales. Le père de Mike propose un marché aux garçons, il les paiera 10 centimes de l'heure pour travailler dans son entreprise, en échange, il leur enseignera les leçons de la vie et de l'entreprise. Il souligne que l'apprentissage sera plus efficace et significatif à travers l'expérience de travail réelle, par opposition à un enseignement théorique en salle de classe. Cette approche met en évidence l'importance de l'apprentissage pratique et de l'expérience sur le terrain. Le père de Mike met les garçons au défi de prendre une décision rapide, soulignant l'importance de la détermination et de la capacité à saisir les opportunités. Cette leçon initiale met l'accent sur la prise de décision rapide et l'engagement, des qualités essentielles dans le monde des affaires. Malgré un conflit d'horaire avec un match de baseball, Robert choisit de saisir l'opportunité de travailler et d'apprendre. Cette décision reflète un engagement envers ses objectifs à long terme plutôt que la satisfaction immédiate d'activités de loisirs. Le récit montre que le père de Mike, malgré sa position et sa réussite, valorise l'enseignement de la responsabilité, du travail acharné et de la prise de décision. Il offre une voie pour l'apprentissage pratique et le développement des compétences en affaires, ce qui est en contraste frappant avec l'approche éducative traditionnelle que Robert a connue. Robert et son ami Mike entament leur travail pour le père de Mike, travaillant dans une de ses petites épiceries pour un salaire de 10 cents de l'heure. Le travail consiste à dépoussiérer et ranger des conserves, une tâche répétitive et ennuyeuse pour les deux garçons. Malgré la monotonie du travail, ils s'y tiennent pendant 3 semaines, recevant un total de 30 cents pour chaque session de travail. Robert,
frustré et se sentant sous-évalué, envisage de démissionner. Le père de Mike avait anticipé cette réaction et attendait que Robert soit prêt à arrêter pour lui enseigner une leçon importante. Cette approche montre une méthode d'enseignement basée sur l'expérience plutôt que sur la théorie. Le samedi suivant, il confronte le père de Mike, exprimant sa frustration et son sentiment d'injustice. Le père de Mike utilise cette occasion pour transmettre une leçon de vie. Il explique que la vie ne se contente pas de parler, mais pousse les gens à travers des expériences et des défis. Il souligne que les réactions des gens à ces défis définissent leur parcours dans la vie. Certains abandonnent, d'autres se battent, et quelques-uns apprennent et avancent. Le père riche explique que l'attitude de Robert, consistant à blâmer les autres pour ses problèmes, est un obstacle à son apprentissage et à sa croissance. Il souligne l'importance de se changer soi-même plutôt que d'attendre que les circonstances ou les autres changent. Cette leçon vise à l'enseigner la responsabilité personnelle et l'importance de l'auto-amélioration. Le père de Mike met en évidence que la plupart des gens cherchent des emplois mieux rémunérés ou de meilleures opportunités, sans comprendre que le problème fondamental réside souvent dans leur propre perception et attitude. Il insiste sur le fait que la solution réside dans l'utilisation efficace de son propre esprit et de sa capacité à apprendre et à s'adapter. Cette expérience marque un tournant pour le jeune Robert, qui commence à comprendre que la clé de la réussite financière et personnelle réside moins dans les conditions extérieures que dans sa propre perspective et sa capacité à apprendre de la vie. Cette leçon, que le père de Mike réitère comme la leçon numéro 1, établit la base de l'approche de Robert envers l'argent et l'investissement tout au long de sa vie. Les pauvres et la classe moyenne travaillent pour l'argent. Les riches ont de l'argent qui travaille pour eux. Dans cette partie du récit, le père riche de Robert continue d'enseigner des leçons précieuses sur l'argent, le travail et la mentalité requise pour réussir financièrement. Robert, confronté à la perspective de travailler sans rémunération, se trouve dans une situation qui défie ses croyances antérieures et le pousse à réfléchir profondément sur la nature du travail et de l'argent. Le père riche explique que la plupart des gens travaillent par peur de ne pas pouvoir payer leurs factures, peur de perdre leur emploi ou peur de ne pas avoir assez d'argent pour vivre. Cette peur conduit souvent à accepter des emplois mal rémunérés et à rester dans un cycle de dépendance vis-à-vis du salaire. Il souligne que gagner plus d'argent ne résout pas nécessairement les problèmes financiers, comme le montre l'exemple du père pauvre de Robert, qui, malgré un revenu élevé, lutte toujours avec des problèmes financiers. Le père riche insiste sur l'importance d'apprendre à faire travailler l'argent pour soi, plutôt que de travailler pour de l'argent. Il explique que cette approche nécessite une éducation et une compréhension complètement différentes de celles enseignées dans les écoles traditionnelles. La plupart des gens n'étudient jamais vraiment l'argent, ce qui les conduit à des problèmes financiers plus tard dans la vie. En ne payant plus le jeune homme pour son travail, le père riche lui offre une opportunité d'apprendre par l'expérience plutôt que par la rémunération. Cette méthode d'enseignement vise à l'encourager à réfléchir différemment et à chercher des moyens créatifs de faire de l'argent plutôt que de compter sur un salaire fixe. Robert est initialement bouleversé et perplexe face à cette approche, mais il commence à comprendre la valeur de l'expérience qu'il acquiert. Le père riche veut qu'il utilise son cerveau pour trouver des solutions, l'encourageant à penser de manière innovante et entrepreneuriale. Cette expérience marque un moment crucial dans son éducation financière. Elle met en évidence la différence entre gagner de l'argent en travaillant pour quelqu'un d'autre et apprendre à gérer et à multiplier l'argent pour atteindre l'indépendance financière. C'est une leçon puissante sur l'importance de l'éducation financière et sur la manière dont les perspectives sur l'argent et le travail peuvent influencer le parcours de vie d'une personne. Les riches ne travaillent pas pour de l'argent. Le père riche continue d'enseigner à Robert et à son ami Mike des leçons essentielles sur l'argent, la peur, le désir et l'importance de l'éducation financière. Robert et Mike travaillent sans être payés, ce qui les amène à réfléchir sur la valeur du travail et l'importance de l'argent. Cette expérience les pousse à questionner les motivations habituelles du travail et à envisager d'autres approches pour acquérir de la richesse. Le père riche explique que la peur de ne pas avoir assez d'argent et le désir de choses que l'argent peut acheter sont les principales forces qui poussent les gens à travailler. Ces émotions, s'ils ne sont pas maîtrisées, peuvent conduire à une vie de dépendance à l'égard de l'argent,
sans véritable liberté financière. Le père riche discute de l'illusion que représente l'argent et comment la plupart des gens ne comprennent pas sa véritable nature. Il souligne que l'argent n'est pas une fin en soi, mais plutôt un outil qui, s'il est bien compris et utilisé, peut mener à la liberté financière. Le père riche insiste sur l'importance de ne pas laisser les émotions, comme la peur et le désir, contrôler les décisions financières. Il encourage Robert et Mike à utiliser la pensée rationnelle et la réflexion pour prendre des décisions financières plutôt que de réagir instinctivement aux émotions. Le père riche explique le concept de la course au rat, un cycle sans fin de travail pour gagner de l'argent pour payer des factures, sans jamais atteindre la liberté financière. Il met en évidence l'importance de sortir de ce cycle en apprenant à faire travailler l'argent pour soi. Robert réalise que, bien que l'éducation conventionnelle soit importante, elle ne lui apprend pas à gérer l'argent ou à comprendre ses aspects plus complexes. Le père riche souligne que l'éducation financière est la clé pour éviter le piège de la course au rat et pour atteindre la liberté financière. Cette partie de l'histoire illustre l'importance de comprendre les émotions et les motivations derrière les décisions financières, la nécessité d'une éducation financière approfondie et la différence entre travailler pour l'argent et apprendre à faire travailler l'argent pour soi. Ces enseignements visent à préparer Robert et Mike à affronter le monde financier avec une perspective plus éclairée et un ensemble de compétences qui leur permettront de réussir. Robert Kiyosaki et son ami Mike continuent d'apprendre des leçons précieuses sur l'argent et l'entrepreneuriat auprès du père riche de Mike. Leçon sur le travail sans salaire. Le père riche encourage Robert et Mike à continuer de travailler sans se préoccuper d'un salaire. Il souligne l'importance d'utiliser leur cerveau pour trouver des moyens créatifs de gagner de l'argent, plutôt que de compter sur un salaire fixe. La découverte d'une opportunité. Robert et Mike observent Madame Martin, la gérante du magasin, jeter des bandes dessinées invendues. Ils réalisent qu'ils peuvent utiliser ces bandes dessinées pour créer une nouvelle entreprise. Création de la bibliothèque de bandes dessinées. Ils transforment une chambre inutilisée en une bibliothèque de bandes dessinées où les enfants du quartier peuvent venir lire autant de bandes dessinées qu'ils le souhaitent pour une petite somme. Cette entreprise devient rentable et leur permet de gagner de l'argent sans dépendre d'un employeur. Gestion de l'entreprise. La sœur de Mike est embauchée pour gérer la bibliothèque. Elle s'occupe de l'entrée des enfants, de la surveillance des bandes dessinées et tient les comptes de l'entreprise. Le succès et les défis. L'entreprise connaît un certain succès, mais il rencontre des difficultés, notamment lorsqu'une bagarre éclate dans la bibliothèque. Cette expérience leur apprend la difficulté de trouver du personnel fiable et compétent. Fermeture de l'entreprise. Suite à la bagarre, le père de Mike suggère de fermer la bibliothèque. Bien que l'entreprise ait pris fin, l'expérience acquise est inestimable pour les deux garçons. Leçon apprise. Cette expérience enseigne à Robert et Mike comment créer et gérer une entreprise, comment faire travailler l'argent pour eux et l'importance de l'innovation et de l'indépendance financière. Ils comprennent que travailler pour de l'argent est différent de faire travailler l'argent pour soi. Cette partie du récit met en évidence la croissance personnelle et l'éducation financière de Robert et Mike. Ils apprennent à voir des opportunités là où les autres ne voient rien, à créer et gérer une entreprise et à comprendre la valeur de l'argent en tant qu'outil pour atteindre la liberté financière. Enfin, Robert Kiyosaki conclut en se décrivant comme une fusion de ses deux pères, à la fois un capitaliste qui aime le jeu de l'argent et un enseignant socialement responsable. Il exprime son inquiétude quant au fossé croissant entre les riches et les pauvres, attribuant une grande partie de la responsabilité à un système éducatif dépassé. Je vous conseille de relire le livre. Et si cette vidéo vous a été utile, montrez un peu d'amour en lâchant un petit j'aime. À très vite.